Quels secrets sont restés enfouis sous la cendre pendant 2000 ans? Les archéologues viennent tout juste de mettre au jour de nouvelles merveilles à Pompéi. Aujourd'hui, nous explorons les découvertes les plus récentes qui sont en train de réécrire l'histoire de cette ancienne cité romaine. Numéro 19, le pain plat. Que penses-tu de ce pain plat? Dans l'ancienne ville de Pompéi, le pain plat occupait une place de choix en tant qu'aliment de base. Les fouilles ont révélé environ 40 boulangeries, la plus grande étant équipée de plusieurs moulins, d'un pétrin et d'un four de grande taille capable de produire jusqu'à 2000 pains par jour. Parmi les découvertes figurent 80 pains carbonisés conservés dans les fours. Les pains, généralement d'environ 25 cm de diamètre et pesant approximativement 580 grammes, étaient souvent garnis de fruits secs et de graines, ce qui témoigne du savoir-faire culinaire de Pompéi. L'inauguration de magnifiques fresques représentant l'art de la boulangerie a encore renforcé l'engouement de la ville pour ce mets essentiel. Ces œuvres d'art illustrent de façon vivante le processus de fabrication, capturant chaque étape, du pétrissage à la cuisson finale, offrant ainsi une fenêtre sur les boulangeries animées qui autrefois remplissaient les rues de Pompéi. Fait intéressant, les pains plats circulaires fabriqués à Pompéi présentaient une ressemblance frappante avec la pizza moderne, bien qu'ils ne comportaient pas les ingrédients caractéristiques que sont le fromage et la tomate. Cette forme primitive de pain plat, garnie d'une variété de fruits et de fruits secs, constitue un fascinant précurseur de la précieuse création culinaire que nous apprécions aujourd'hui. Numéro 18, 3 chevaux. En 2018, une découverte extraordinaire a captivé la communauté archéologique. Les chercheurs ont mis au jour les restes exceptionnellement bien conservés d'un cheval entier, magnifiquement orné d'un harnais militaire élaboré, méticuleusement forgé en fer et décoré de détails complexes en bronze. Cette découverte sans précédent a marqué le début d'une révélation encore plus étonnante qui allait transformer notre compréhension de la Pompéi antique. Au fur et à mesure que les fouilles progressaient méthodiquement, les archéologues ont été témoins d'une découverte après l'autre, jusqu'à mettre au jour les restes de 3 chevaux majestueux, chacun possédant ses propres caractéristiques distinctives. Parmi ces nobles spécimens, l'un d'eux se distinguait particulièrement en affichant les signes incontestables d'un animal d'un lignage et d'un statut exceptionnel. Ce splendide équidé atteignait une hauteur impressionnante d'environ 1,50 m au carreau, une stature véritablement extraordinaire pour les standards de l'époque, ce qui suggère de manière convaincante son appartenance aux cercles les plus sélects et privilégiés de la société pompéienne. Le harnais militaire d'une exquise facture qui ornait la tête de l'animal, avec ses détails élaborés et ses matériaux précieux, ne servait pas seulement d'élément fonctionnel, mais constituait aussi un symbole incontestable de distinction, indiquant clairement que ce magnifique cheval appartenait à un membre de la plus haute aristocratie, ce qui éclaire la complexe hiérarchie sociale et le prestige de son illustre propriétaire. Numéro 17, le Navarium. Au cœur des ruines de Pompéi repose une découverte extraordinaire. Un ancien sanctuaire magnifiquement conservé, connu sous le nom de l'Ararium, se dresse comme un témoignage du passé mystique de cette merveille archéologique. Ces espaces vénérés, dédiés aux dieux domestiques qui, selon la croyance, protégeaient les foyers romains, offrent un aperçu des pratiques et traditions spirituelles de la ville. Au cœur de Pompéi, le Nararium est apparu comme une oasis cachée, soigneusement préservée et ornée de fresques complexes représentant une multitude de thèmes et de personnages captivants. La couleur et la complexité de ces peintures sont vraiment stupéfiantes, surtout si l'on considère qu'elles ont près de 2 millénaires. Dans cet espace sacré, les fresques déploient une riche variété de thèmes. Numéro 16, des serpents s'entrelacent à des capons. Des êtres dorés livrent une bataille féroce contre un sanglier sombre, tandis que des oiseaux voltigent autour d'un puits et d'une cuve. Parmi ces images saisissantes émerge une figure qui semble être un mélange d'homme et de chien, évoquant peut-être l'essence du dieu égyptien Anibi. La diversité des divinités et des symboles crée une atmosphère envoûtante à l'intérieur du sanctuaire, suggérant la nature complexe et nuancée du panthéon romain. Au milieu de ces magnifiques fresques, l'autel du Lérarium est orné d'images symboliques, notamment des œufs, qui représentent la fertilité. Les archéologues ont découvert des restes carbonisés à côté de l'autel, que l'on pense être des offrandes alimentaires telles que des œufs, des figues ou des noix, dédiées à la fertilité et aux divinités cérémoniales du foyer. Les peintures représentant les dieux domestiques romains qui entourent l'autel soulignent le caractère sacré de cet espace vénéré.
Dans les derniers instants, alors que la sombre et la ruine enveloppaient Pompéi, il est probable que certaines personnes se soient rendues dans ce sanctuaire sacré à la recherche d'un refuge et d'un lien avec leur foi. Numéro 15. Le destin déchirant du chien de garde. Parmi les découvertes les plus émouvantes et bouleversantes au sein des vestiges de Pompéi, on trouve un moulage en plâtre d'un chien de garde tragiquement attaché à un poteau et incapable de fuir l'éruption volcanique qui a ravagé l'ancienne cité le 20 novembre 1870. Un moulage remarquable a été mis au jour, représentant Marcus Bezonius Primus, un riche habitant de Pompéi, aux côtés de son fidèle chien. Comprenant cruellement que sa vie ne tenait qu'à un fil, Primus prit la décision fatidique de fuir la ville, abandonnant son fidèle compagnon, qui restait attaché dans l'atrium, un espace conçu pour recueillir la précieuse eau de pluie. Imaginez la situation déplorable du chien, luttant contre ses liens, aspirant à la liberté. Alors que la cendre incessante se déversait dans l'atrium, l'enveloppant de ses griffes étouffantes, les derniers instants de l'animal se sont déroulés comme une terrible expérience, emplie de pure peur et d'angoisse. Le chien, prisonnier de la chaîne qui l'attachait au poteau, a sans doute lutté vaillamment pour s'échapper, tandis que ses instincts de survie se heurtaient à la force féroce de l'explosion. Dans un tournant déchirant des événements, ses efforts courageux se sont révélés vains et le fidèle chien l'a péri sous les cendres volcaniques. Sa dernière position a été immortalisée à jamais dans un triste graffiti de plâtre. Numéro 14. Les graffitis. L'ancienne ville de Pompéi, préservée à jamais par l'éruption du Vésuve, révèle une facette plus personnelle de son passé. Les graffitis gravés sur ces murs offrent un aperçu saisissant de la vie quotidienne et des réflexions intérieures des habitants de cette cité antique, révélant d'étonnantes similitudes entre leurs sentiments et nos expériences contemporaines. Les graffitis de Pompéi fascinent par leur étonnante ressemblance avec les formes contemporaines de communication et d'échange d'idées. Les inscriptions couvrent un large éventail allant du profond au profane, abordant des sujets variés tels que des lettres d'amour, des soutiens politiques, des promotions d'événements ou de simples affirmations d'existence. Cela reflète l'échange effréné d'idées et d'expériences qui rappellent les plateformes de réseaux sociaux actuelles. Parmi ces gribouillages, on peut trouver des moments touchants, comme deux amis célébrant leur amitié dans une taverne ou un commentaire politique acerbe adressé aux responsables des finances de l'empereur Néron. L'amour demeure un thème intemporel, avec des messages qui expriment l'affection ou la mélancolie, tandis que d'autres font office de précurseurs des critiques modernes, proposant des recommandations de restaurants et de bars dans la ville. Numéro 13. Délices culinaires. Pompéi est célèbre pour son style de vie sophistiqué et sa grande variété de plats. Les artefacts archéologiques mis au jour parmi les ruines révèlent une collection de merveilles culinaires magnifiquement conservées. Parmi les découvertes les plus fascinantes et les mieux préservées dans ce domaine figure le thermopolium, l'ancêtre du snack-bar moderne. Dans les rues animées de la Rome antique, les thermopolia sont apparus comme des établissements essentiels, servant ceux qui n'avaient pas de cuisine privée ou étaient trop occupés pour préparer leurs propres repas. Les fouilles d'un thermopolium remarquablement bien conservé à Pompéi ont révélé des perspectives fascinantes sur les choix culinaires et l'agencement de ces anciens cafés. Parmi les découvertes figuraient des restes d'escargot, un mets délicat très apprécié dans la cuisine romaine, souvent préparé avec une variété d'herbes et d'épices pour créer des plats savoureux et nourrissants. L'abondance d'arêtes de poisson met en évidence la diversité culinaire des habitants de Pompéi, démontrant leur goût prononcé pour les trésors de la mer. La caractéristique distinctive de ces thermopolia réside dans leur ingénieux design, qui intègre de grands récipients appelés dolia dans les comptoirs, permettant ainsi de stocker et de servir efficacement des plats chauds et prêts à consommer. Ce système permettait aux exploitants de servir rapidement les repas à leurs clients, rappelant la commodité des établissements de restauration rapide contemporains. Numéro 12. La Villa des Mystères. Au-delà du cœur animé de Pompéi se trouve la Villa des Mystères, un témoignage remarquable du monde antique. Célèbre pour son état de conservation exceptionnel, cette majestueuse résidence est reconnue pour ses fresques complexes, considérées parmi les plus belles et les mieux préservées de l'époque romaine. La Villa des Mystères se distingue par sa vaste fresque, qui orne une salle entière et illustre une séquence d'événements ayant captivé la curiosité des historiens et des archéologues pendant des siècles. On pense que cette œuvre d'art, d'une facture complexe, représente les cérémonies d'initiation d'une société secrète,
probablement liée à la divinité Dionysos, connue pour son association avec le vin et la fertilité. La pâture capture un spectre vivant d'émotions et d'actions, montrant des danses rituelles ainsi que l'intense flagellation des initiés. Cela a suscité des débats continus sur le but et le symbolisme particulier de la salle, alors que les chercheurs proposent diverses interprétations alternatives. On dit que la salle servait de lieu d'initiation des femmes au mystère dionysiaque, un endroit où seuls quelques rituels et connaissances choisies étaient partagés. D'autres perçoivent ces images comme des représentations emblématiques des différentes étapes de la vie, de la naissance au mariage, puis à la transformation finale. Numéro 11. Les moulages en plâtre troublant. L'un des aspects les plus intrigants et troublants de la catastrophe de Pompéi, ce sont les moulages en plâtre qui capturent les derniers instants des victimes. Ils offrent une vision à la fois glaçante et émouvante des horreurs auxquelles ont été confrontés les malheureux habitants de la ville. Ces structures remarquables témoignent d'une réalisation archéologique extraordinaire, rendue possible grâce aux efforts exceptionnels de l'archéologue italien Giuseppe Fiorelli. Au début des fouilles de Pompéi, Fiorelli fit une découverte remarquable, des cavités dans la cendre volcanique solidifiée qui correspondaient aux formes de figures humaines. Conscient de l'opportunité d'immortaliser les derniers instants des victimes, Fiorelli a mis au point une méthode innovante consistant à verser délicatement du plâtre liquide dans ces cavités. Une fois le plâtre solidifié, la cendre environnante a été soigneusement retirée, révélant des moulages complexes qui ont capturé non seulement les postures, mais aussi les émotions et les vêtements de ceux qui ont péri lors de l'éruption. Les moulages révèlent un niveau de réalisme saisissant, capturant la véritable douleur et le désespoir des habitants de Pompéi. Dans leur dernier instant, ces restes troublants attirent et fascinent des visiteurs du monde entier, offrant un lien émotionnel tangible avec la catastrophe qui s'est abattue sur Pompéi il y a plus de 2000 ans. Numéro 10. Le jardin des fugitifs. En 1961, une découverte majeure a eu lieu dans le jardin des fugitifs de l'ancienne cité, sous la direction d'Amadeo Meiuri, l'administrateur de Pompéi. Autrefois deux habitations distinctes, le terrain a été transformé en un verger et un vignoble animé. Situé à côté de la vaste palestre et juste à l'intérieur de la porte de Nosra, l'équipe de Meiuri a mis au jour les restes de 13 personnes qui ont péri lors de l'éruption. Les dernières positions des victimes sont restées étrangement figées dans les cavités laissées par la cendre volcanique durcie. En hommage solennel à ces ânes tragiques, les archéologues ont méticuleusement rempli les cavités avec du plâtre de Paris, créant des répliques exactes des formes des défunts. Découverts initialement en plusieurs groupes, ces moulages en plâtre ont été rassemblés en une procession funèbre, offrant un aperçu bouleversant de la souffrance ultime des victimes. Les figures représentées dans les moulages témoignent d'une lutte désespérée pour trouver la sécurité. Hommes, femmes et enfants se serrent contre un mur de pierre, certains protégeant instinctivement leurs proches dans une tentative désespérée d'échapper à l'éruption volcanique imminente. Numéro 9. Les laveries et les serviteurs. Dans le tissu vibrant de la vie quotidienne à Pompéi, l'un des aspects les plus fascinants est le fonctionnement des laveries publiques de la ville. Le projet de rénovation de ces anciens bâtiments, qui sont restés debout pendant 2000 ans, a coûté la somme stupéfiante de 105 millions d'euros. Lors d'une découverte remarquable, les archéologues ont mis au jour d'énormes cuves, des bassines en pierre et des postes qui servaient à laver, teindre et repasser les vêtements. L'une des révélations les plus étonnantes est que les Romains utilisaient l'urine comme agent nettoyant dans leur pratique de lavage. Dans la Rome antique, l'urine avait une grande valeur en raison de sa côte. Teinté à l'ammoniac, il servait d'excellent détachant et nettoyant, à une époque où l'on ne disposait pas de savon et de détergents modernes. Le processus de lavage impliquait la collecte minutieuse d'urine provenant des urinoirs publics ou directement des foyers, qui étaient ensuite utilisés dans de grands récipients avec de l'eau. L'ammoniac présente dans l'urine décomposait la graisse et les résidus, ce qui permettait un nettoyage en profondeur des matériaux. Numéro 8. Santé bucco-dentaire. Parmi les nombreuses découvertes étonnantes révélées dans les ruines de Pompéi, une trouvaille s'avère particulièrement surprenante, les habitants de la ville jouissaient d'une santé bucco-dentaire exceptionnelle. Étonnamment, leurs dents étaient remarquablement bien entretenues, sans caries ni maladies parodontales. Cette découverte remarquable peut être attribuée au régime alimentaire des habitants de Pompéi, qui contraste fortement avec les aliments transformés et riches en sucre qui dominent notre alimentation actuelle.
Contrairement au repas que nous consommons aujourd'hui, le régime des anciens habitants de Pompéi était principalement composé de fruits, de légumes et de céréales, avec une consommation minimale de sucre. La population de la ville a connu une diminution notable du risque de carie dentaire grâce à ce mode d'alimentation. L'air et l'eau de la région étaient riches en fluor, une substance naturelle reconnue pour sa capacité à renforcer l'émail dentaire et à prévenir les maladies. Le facteur environnemental lié au pôle Lonzeni par le Vésuve tout proche a sans aucun doute influencé la remarquable santé bucco-dentaire observée dans les restes des habitants de Pompéi. Numéro 7, date inconnue. On pense que l'éruption catastrophique du Vésuve, qui a dévasté l'ancienne ville de Pompéi, a eu lieu le 24 août de l'an 79 après Jésus-Christ. Cette date, inscrite dans les annales de l'histoire, a longtemps été la version prédominante. Cependant, de plus en plus de preuves indiquent que l'explosion catastrophique qui a enseveli Pompéi a eu lieu bien plus tard cette même année, possiblement en octobre ou en novembre. Une inscription intrigante, découverte lors de travaux de rénovation dans la ville, offre un indice important. Cette découverte récente à Pompéi a changé le cours de l'histoire. La note inscrite au charbon utilise le système de datation romain, indiquant la date comme le 16e jour avant les calendes de novembre, ce qui correspond au 17 octobre. Il est à noter que cette inscription n'était pas destinée à durer, car elle a probablement été gravée sur un mur blanc en prévision de la restauration des fresques. Les archéologues affirment avec certitude que cette date remonte à l'an 79 après Jésus-Christ, car le charbon se serait rapidement détérioré, ce qui constitue une preuve remarquablement précise. Ce nouveau cadre temporel est renforcé par la découverte d'artefacts remarquablement bien conservés à l'intérieur des ruines, notamment des fruits d'automne mûrs et de grands vêtements de protection qui allaient à l'encontre des tenues prévues pour le climat généralement chaud du mois d'août dans la région. Cette date de la mi-octobre ouvre un nombre de possibilités. L'éruption a-t-elle vraiment eu lieu plus tard qu'on ne le pensait à l'origine? Pompéi a-t-elle vibré de vie et de renouveau jusqu'au tout dernier moment de sa disparition? Le passage du temps enveloppe les secrets de cette ancienne cité, tandis que les chercheurs s'aventurent dans la riche tapisserie d'indices cachés sous les vestiges de cendres et d'histoire. Numéro 6, restes humains. Les conséquences déchirantes de l'éruption du Vésuve en l'an 79 après Jésus-Christ sont illustrées de façon poignante par la découverte troublante des restes d'un nouveau-né aux côtés de ceux d'une femme enceinte, préservés à jamais dans les ruines de Pompéi. Ces découvertes révèlent une vision brute de la dure réalité à laquelle ont été confrontés les habitants les plus vulnérables de la ville alors qu'ils cherchaient désespérément un refuge face à l'éruption volcanique. Au cours de fouilles méticuleuses dans l'ancienne cité, les archéologues ont mis au jour les restes d'un nouveau-né à côté du corps d'une femme, une image bouleversante qui suggère qu'elle a accouché en pleine catastrophe. Dans une autre partie de la ville, les archéologues ont découvert les restes d'une femme enceinte, dont le ventre arrondi est clairement visible dans le moulage en plâtre. Les études indiquent qu'elle était enceinte d'environ 36 semaines, probablement en train de se préparer à l'arrivée de son enfant. Dans un tournant déchirant des événements, le bébé n'a pas pu respirer pour la première fois, car l'éruption a coûté la vie aux deux. Numéro 5, le récit saisissant de Pline le Jeune. Le témoignage direct de la catastrophe provoquée par l'explosion du Vésuve et de ses effets dévastateurs sur l'ancienne ville de Pompéi provient du récit vivant de Pline le Jeune. Bien que Pline n'ait pas été présent à Pompéi lors de l'événement, son oncle, Pline l'Ancien, a joué un rôle clé lors du désastre qui s'est abattu. Pline l'Ancien, philosophe éminent et chef militaire, tenta courageusement de secourir les personnes touchées par l'éruption. Dans un tournant déchirant des événements, il perdit la vie en essayant de les sauver. Cependant, son neveu, Pline le Jeune, relata méticuleusement la catastrophe dans une série de lettres adressées à l'historien Tacite. Les souvenirs de Pline le Jeune ont dressé un tableau saisissant des instants précédant l'éruption, mettant en avant les signes inquiétants qui annonçaient la catastrophe imminente. Il décrivit l'énorme nuage inhabituel qui s'élevait du volcan, laissant présager le désastre à venir. Ces écrits descriptifs ont donné vie à l'agitation qui a suivi, à l'obscurité qui a enveloppé la région alors que le nuage de cendres obscurcissait le soleil, et aux tentatives désespérées des habitants pour fuir ou trouver refuge. Au début du XXe siècle, les scientifiques ont découvert une image bouleversante et inoubliable parmi les ruines de Pompéi, deux ânes enlacés dans une étreinte éternelle,
dont les derniers instants ont été figés par l'éruption cataclysmique. Cette découverte extraordinaire a amené les archéologues à supposer que les restes appartenaient à un couple, peut-être deux jeunes femmes. Des recherches scientifiques ultérieures, grâce à des analyses avancées de l'ADN, ont révélé un rebondissement inattendu dans cette histoire tragique. Les restes, au lieu d'appartenir à un couple, ont été identifiés comme ceux de deux hommes sans lien de parenté. Numéro 4, l'homme malchanceux. Il se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Cela n'a jamais été illustré de façon plus brutale que dans l'histoire du résident le plus malchanceux de Pompéi. Au milieu du chaos provoqué par l'éruption du Vésuve, ses efforts désespérés pour s'échapper ont été soudainement interrompus par un énorme rocher qui lui a écrasé le crâne. Cependant, des révélations récentes ont remis en question cette croyance longtemps acceptée, ce qui a conduit à la nécessité de réexaminer les restes et les événements ayant conduit à la mort de cet individu. Au fur et à mesure que les scientifiques approfondissaient leur inspection, une découverte a été révélée. Le crâne de l'homme est resté complètement intact, ce qui a contredit les croyances précédentes concernant une mort horrible par écrasement. Après un examen plus approfondi des os, y compris la partie supérieure du thorax, les membres, le crâne et la mâchoire, les chercheurs ont réévalué la cause du décès. Au lieu d'avoir été frappé directement par un énorme rocher, la théorie dominante indique que la mort de l'homme serait due à une asphyxie provoquée par le flux pyroclastique lors de l'éruption volcanique. Numéro 3, la puissance du Vésuve. La force stupéfiante de l'éruption du Vésuve est un phénomène qui défie la compréhension et contraste fortement avec certaines des catastrophes humaines les plus dévastatrices de notre époque. Les experts ont établi des comparaisons remarquables entre cet événement volcanique et l'explosion d'une grande bombe atomique, estimant que l'éruption a généré 100 fois plus d'énergie thermique que la bombe d'Hiroshima, larguée en 1945. Aux alentours de 13 heures ce jour fatidique, le sommet de la montagne est entré en éruption de façon violente, détruisant complètement la cime du volcan et libérant un immense nuage de gaz, de cendres et de débris dans l'atmosphère. L'éruption colossale de matériaux volcaniques a rapidement obscurci le soleil, plongeant Pompéi dans une obscurité inquiétante et impénétrable. L'intensité de l'explosion fut telle qu'on pense qu'elle a anéanti l'ancienne ville en à peine 15 minutes, empêchant ses habitants d'échapper à la fureur de la nature. En 1945, une bombe atomique a été larguée sur Hiroshima, libérant une énergie équivalente à environ 15 kilotonnes de TNT, détruisant la ville en quelques secondes. En contraste frappant, on estime que l'explosion du Vésuve a libéré l'équivalent d'1 500 000 tonnes de TNT, une démonstration stupéfiante de la puissance indomptable de la nature. Les coulées pyroclastiques qui dévalaient les pentes du volcan ont fait preuve d'une vitesse et d'une intensité extraordinaires. Le gaz surchauffé jaillissait à des vitesses dépassant 160 km/h, tandis que les températures dépassaient les 300 degrés Celsius. Les malheureux habitants de Pompéi, pris au piège dans cet assaut implacable, n'avaient que peu d'espoir de s'échapper. L'avertissement qui n'a pas été entendu. C'est une cruelle ironie que les habitants de Pompéi aient été conscients de la tragédie imminente qui finirait par causer la ruine de leur ville. Pendant près de 2 décennies avant l'éruption catastrophique de l'an 79 après Jésus-Christ, le Vésuve avait envoyé des signes clairs du désastre à venir. 17 ans avant l'éruption, un puissant tremblement de terre a frappé Pompéi, dévastant la ville et obligeant de nombreux habitants à fuir. Cela suggérait sans équivoque que la région était pleine d'activités sismiques et recelait le potentiel d'un événement explosif. Préfigurant la catastrophe imminente, dans les années précédant l'éruption, la région a été frappée par une série d'événements étranges. Les puits se sont asséchés, les vignes qui s'accrochaient aux pentes du Vésuve se sont flétries et sont mortes, et on a constaté une augmentation notable de l'activité sismique. Face à ces signes inquiétants, les habitants de Pompéi ont semblé ignorer en grande partie les avertissements qui leur étaient adressés. Numéro 2, logement de la classe moyenne. Au milieu des palais luxueux et du style de vie opulent de l'élite de Pompéi, une nouvelle découverte archéologique a mis en lumière la vie quotidienne des habitants de la classe moyenne de la ville. En 2022, lors de fouilles menées dans l'ancienne cité, les archéologues ont mis au jour une remarquable résidence à 2 étages, dont la présence tranchait nettement avec les somptueuses demeures des riches. Cette habitation de classe moyenne contrastait avec les grandes villas ornées de fresques de la haute société de Pompéi,
offrant des commodités plus modestes, telles que des sols en argile et des murs non peints. Cependant, les objets découverts dans la maison révèlent une histoire d'ambition et de rêves personnels qui vont bien au-delà de la simple survie. Parmi les trouvailles figuraient de la vaisselle en céramique, des objets ornementaux, des lampes et divers effets personnels. Parmi les objets remarquables se trouvait un coffre vide, un lit et un brûle-parfum en terre cuite en forme de berceau. Ces découvertes illustrent un mode de vie à la fois charmant et modeste, qui contraste fortement avec la somptueuse grandeur des résidences opulentes de Pompéi. La variété des objets, allant des ustensiles de base utilisés au quotidien à des artefacts plus précieux fabriqués en bronze ou en verre, témoigne du désir des habitants de ces demeures de classe moyenne de s'élever socialement, reflétant ainsi la quête de progrès propre aux sociétés contemporaines. L'interaction entre le besoin et l'aspiration, comme le démontrent les artefacts mis au jour, offre une vision fascinante du tissu social complexe de Pompéi. L'histoire de Pompéi ne se limite pas à la grandeur de sa classe noble. Au contraire, elle s'attarde sur les parcours et les espoirs d'une part significative de la population qui a travaillé avec acharnement pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa descendance, tout en rêvant d'un avenir plus digne. Numéro 1. Les thermes stabiennes dans la Rome antique. Les thermes stabiennes étaient un pilier de la vie sociale, et ceux de Pompéi se distinguent comme un exemple remarquable de ce centre culturel. Ces bains imposants, avec une variété de bassins et de salles complexes, datent d'environ 125 avant Jésus-Christ et sont considérés comme l'un des plus anciens complexes thermaux connus. La disposition et l'esthétique des thermes stabiennes offrent de précieuses perspectives sur la maîtrise avancée des Romains en matière de contrôle de la température et leur profond attachement à la beauté artistique. Le complexe comprenait plusieurs salles, chacune équipée de son propre système de chauffage pour répondre aux différentes préférences des baigneurs, ce qui témoigne de l'attention méticuleuse des Romains aux détails et de leur maîtrise dans la création d'espaces climatisés à la pointe de la technologie. Outre les aspects fonctionnels des thermes, le complexe stabien était orné d'une multitude d'éléments artistiques, comprenant de superbes peintures, des mosaïques détaillées et des statues finement sculptées. L'expérience du bain aurait été enrichie par ces éléments artistiques captivants, enveloppant les visiteurs dans une beauté sereine et une élégance culturelle pendant qu'ils se délectaient des eaux chaudes. Au milieu de ces plaisirs visuels, les thermes stabiennes remplissaient une fonction qui allait bien au-delà de la simple propreté. Elles se dressaient comme des centres essentiels pour l'interaction sociale et la cohésion communautaire. Dans la Pompéi antique, ces structures au design splendide servaient de centres communautaires pour les habitants de la ville, leur permettant d'interagir, de se rencontrer et de tisser des liens, un peu comme le font aujourd'hui les installations récréatives. On se retrouve dans la prochaine vidéo.